Il y a beaucoup de monde qui dit que peut-être c'est impossible pour une compagnie québécoise d'aller à l'échelle nationale et de faire compétition contre des gros compagnies américaines. Mais moi, je me suis dit non, honnêtement, de commencer une compagnie à Québec, c'est parfait. Et puis, on est bien capable de faire des affaires qui peuvent faire compétition contre les gros méchants américains. Oh, gros méchants. Ici Thérèse Témélis, experte en recrutement d'ingénieurs et de management en manufacturier et des technologies chez Toven International. Aujourd'hui, à Éclair de génie, je reçois M. Fabio Zeppelli, un des fondateurs et propriétaires de l'entreprise Bad Monkey. Restez avec nous. Bonjour, M. Zeppelli. Bonjour, merci de m'avoir. Donc, c'est vraiment un plaisir. Merci aussi pour avoir accepté mon invitation. Vous avez fait du chemin depuis votre éclat de génie de Bad Monkey. Pourtant, vous avez déjà une belle carrière entamée. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Honnêtement, ma vie était tout correct. J'avais tout ce que beaucoup de monde espérait avoir. Bonne carrière, salaire. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je n'étais pas content. Dans ma famille, on est vraiment des personnes entrepreneuriales. C'est juste moi qui étais l'avocat. Donc, vous avez quand même 2 bacs. Vous avez oui. un bac en médecine, physiologie et médecine expérimentale et vous êtes en droit. Vous avez un doctorat en juriste et vous avez aussi votre barreau. J'ai dit, c'est pas bien. J'ai passé 11 années à l'école. J'ai beaucoup de diplômes. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, maintenant, peut-être c'est nécessaire de faire un peu d'argent là, dans la On est juste à l'école. Quand même, je dis, c'était vraiment un background solide pour avoir aussi... J'ai réalisé que je suis quelqu'un qui est créatif. J'aime aussi le risque. Et je me suis dit que c'est maintenant le temps d'essayer de faire quelque chose. J'avais 32 ans. Et puis, si j'attends un autre 10 ans, ça va être encore plus difficile. Donc, le timing était vraiment bon pour moi. Et mon frère Joseph, lui, a un background aussi très intéressant. Il a commencé et vendu plusieurs compagnies. Et il a un background en finance aussi. Donc, il était dans un point dans sa vie où il était un peu similaire à moi. Donc, le timing pour nous deux, c'était parfait. Et j'ai vu vraiment un trou dans le marché pour une compagnie un peu différente. Et il y a beaucoup de monde qui dit que peut-être c'est impossible pour une compagnie québécoise d'aller à l'échelle nationale et de faire compétition contre des gros compagnies américaines. Mais moi, je me suis dit, non, honnêtement, de commencer une compagnie à Québec, c'est parfait. Et puis, on est bien capable de faire des affaires qui peuvent faire compétition contre les gros méchants américains. Oh, gros méchants Quand même, parce que quand vous êtes avocat puis vous êtes dans finance, vous avez tout ce qu'il faut pour partir une entreprise. Je veux dire, une entreprise, c'est des lois, c'est le côté finance qui est très important. Donc, vous avez déjà beaucoup d'outils pour comprendre. Oui, on a des outils à notre disposition, mais au même temps, avec l'entrepreneuriat, tu apprends rapidement qu'il y a beaucoup que tu comprends pas et que tu sais pas. On a fait beaucoup d'erreurs, on a fait beaucoup de changements, des ajustements, mais je pense que c'est ça, commencer une compagnie. Si tu as une vision et que tu es fixe sur ça, les chances de succès, je dirais, c'est moins. Tu dois être capable de bouger et changer vos avis. Quand on a commencé la compagnie, honnêtement, nous, on voulait vendre du popcorn dans les centres d'achat. Un peu genre Colonels que tu vois. On n'avait pas l'espérance dans les épiceries. Maintenant, on est vendu dans un peu moins de 10 000 places. On est beaucoup plus grand que ça maintenant. Et incluant moi et mon frère Joseph, on a 72 employés en total. On est encore une petite compagnie, entre guillemets, mais on fait des gestes et des actions comme une grosse compagnie. Et on prend l'espace dans les magasins que les grosses compagnies comme Lay's ont. Non, mais on fait ça parce qu'on a comme la vision d'une grosse compagnie, mais on agit comme une petite compagnie, si ça fait du sens. Mais ça fait bien, oui, ça fait un très bon sens. Parce que quand même, quand on commence comme entrepreneur, on voit grand, mais on commence petit. Oui, un étape à la fois, c'est ça. C'est ça. Donc, on fait de tout, on touche à tout, puis en grandissant, il faut apprendre à dire, OK, là, on a un département qui va faire les achats. Et là, c'est là qui est difficile pour des créateurs d'entreprise de laisser aller quand on touche à tout. Je dois avouer que même quand on s'est parlé aujourd'hui, je porte plusieurs chapeaux, même maintenant. Avec tous ces employés-là, tu dois vraiment surveiller les personnes avec qui tu travailles. Par exemple, nous, on a une équipe de marketing, ils sont formidables, mais en même temps, il faut que je vérifie leur travail pour voir que peut-être il y a des erreurs ou des ajustements à faire. Ou... Ça arrive souvent qu'eux, ils m'apprennent des choses aussi que moi, je ne savais pas. Mais il faut vraiment comme être un peu partout, au moins à notre niveau. Parce que maintenant, on commence encore à grandir. On va déménager bientôt dans une place qui est comme 4 fois la superficie de présent en droit. C'est vraiment bon que j'ai un background en droit et mon frère en finance. Ça nous aide. Mais
Être entrepreneur, c'est naviguer dans le noir. Hein. Exactement. C'est ça l'aventure d'entrepreneuriat, au fond. J'ai comme une expression ici, je m'excuse pour l'anglais, mais en anglais, on dit ignorance is bliss. Donc, des fois, c'est bon de pas savoir ce que tu sais pas. C'est d'être un peu ignorant dans tes façons de penser. Parce que honnêtement, si j'aurais suivi tous les règles fixes sur comment démarrer une entreprise avec un business plan, je pense que j'aurais pas eu le succès, genre, en guillemets, que j'ai présentement. Peut-être que j'aurais ce succès quand même, mais je pense pas. Quand j'ai regardé votre émission avec Dragon's Den, c'est clair que vous l'avez en vous. Je veux dire, vous êtes atteint, ils ont dit arrêtez de vendre, arrêtez de vendre. Si vous aviez vraiment la fibre entrepreneuriale, vous êtes passionné, c'est clair. Donc, parce que quand je parle avec du monde, ils m'ont dit, ben, t'as pris combien de café aujourd'hui, Mike? Je suis une personnalité un peu intense, je dois avouer, mais je pense qu'il faut être un peu intense parce qu'à un moment donné, tu dois vendre ta compagnie, tu dois vendre, que ce soit du popcorn ou des bracelets ou n'importe quoi. Comme si toi, tu le vends pas, ben qui va le vendre pour toi? Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Exactement. La meilleure personne qui connaît son produit, c'est vraiment le créateur d'entreprise. Ouais, c'est celui qui est parti d'entreprise. Donc, c'est certain que c'est pas tout le monde qui a la fibre de la vente. Mais j'imagine, vous l'aviez tellement. Et vous êtes avocat, donc j'imagine, est-ce que ça fait partie un peu de la personnalité d'un avocat? Aussi, non, pas du tout. Honnêtement, je veux pas comme parler de façon négative de mes anciens collègues. Je les adore tous et toutes, mais être avocat, c'est vraiment, tu dois suivre les règles. Un code civil, il y a des lois à suivre, il y a des règlements, des procédures, et donc tu apprends à suivre cette chemin-là de façon très rigide. Mais en tant qu'entrepreneur, tu es tellement dans le gris, tu es tellement dans l'inconnu que cette façon de penser, je trouve que c'est dangereux, honnêtement. Oui, c'est ça. Il faut être structuré dans un certain sens et d'être organisé, c'est sûr, ça c'est clair. Mais si ton façon de penser est stricte et rigide, je pense pas que c'est une recette pour le succès. Exactement. Vous vous êtes présenté à Dragon's Den, la version canadienne de l'œil du dragon. C'était à prime abord pour obtenir de l'aide pour automatiser votre production. Après avoir reçu la faveur d'une dragonne, comment a été la transformation de votre entreprise? Comment ça s'est passé? Mais juste pour vous donner un petit background, finalement, on n'a pas conclu le deal avec Madame parce que même avant avoir vu nos documents financiers, Madame Dragon, elle a dit que sur le télé, on dit 20%, 30%, mais en réalité, il voulait avoir 52% de la compagnie. Wow! Ouais, donc le deal a changé après la diffusion de l'émission. Et pour nous, c'était super pas intéressant de vendre 52% de la compagnie. Et même à 20%, on était un peu pas excité parce qu'on n'avait pas besoin d'argent. Honnêtement, on voulait plus la publicité. La publicité. Donc, en termes de publicité et marketing, c'était super. Mais c'était un peu drôle parce que après la diffusion de l'émission, l'homme d'affaires québécois nous a appelé. Il m'a dit, j'ai vu ton émission à la télé et j'étais là avec ma femme. On était en train de souper et puis j'étais tellement comme intéressé par votre business. J'aimerais m'impliquer là-dedans. Et puis après 2-3 jours de parler avec lui, il y avait tellement eu un fit parce que lui, c'est un gars beaucoup d'expérience en finance. Lui a investi dans notre compagnie. Et puis, on a closé le deal à Starbucks. C'était pas compliqué. Et puis, il nous a aidé à organiser nos finances de façon efficace. Finalement, ça n'a peut-être pas marché avec la Dragon, mais la publicité vous a donné vraiment une belle plateforme. En même temps, de chercher quelqu'un qui peut vous financer. Donc, c'est merveilleux. Le popcorn, comme beaucoup de choses en nourriture, c'est pas trop compliqué. Il y a la production et après ça, il y a l'emballage. Et dans le passé, les deux étaient très, très manuel. On avait des personnes qui, un machine à la fois, qui produit le popcorn. Après ça, ça doit être emballé avec un petit tasse à la main. C'est ça. Nos frais de main-d'œuvre, c'était quand même incroyable. Ça doit être plus cher. Donc, nos marges de profit étaient un peu inexistantes. Mais à un moment donné, on s'est dit, OK, on peut pas faire ça. Quand tu as une commande de 1000 sacs, comme l'année passée, on a vendu un peu plus de 3 millions de sacs à travers Canada. 3 millions. Quand même. Imagine faire ça à la main, ça serait... Donc, notre première étape était automatiser le processus de production. Donc, au lieu d'avoir différentes machines séparées, on a construit vraiment une ligne... avec des convoyeurs et des machines tous les kits, c'est ça. Et puis, on n'avait pas l'argent nécessaire pour la partie emballage. Mais donc, le partie emballage, on a fait ça un peu moitié. Donc, je dirais 25% automatisé. Mais au moins, la production était vraiment efficace. Et puis, ça nous a vraiment aidé à produire plus de popcorn et aussi d'augmenter nos marges de profit. Donc, la partie emballage que vous voulez automatiser éventuellement? C'est une bonne question. On est en train de faire ça maintenant et on a déjà commandé une machine pour faire ça. Et c'est vraiment grâce à MAPAC qu'on a pu avoir un financement pour faire ça. Et parce qu'eux, ils ont un programme en place pour aider. Et donc, c'est vraiment à cause de ça qu'on a pu acheter une nouvelle machine d'emballage. Et ça devrait être mis
en place d'ici le prochain 3 semaines. Donc, c'est Ah, super quand même. important parce que présentement, on peut juste emballer à l'entour de 7 à 8 sacs à la minute. Puis Ah, avec la OK. machine, ça va être plus proche de 30 à la minute. Quand même, là, Ouais, c'est beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus rapide. on va pas perdre d'emploi parce que les personnes qui faisaient l'emballage avant, maintenant, on va être en mesure de les avoir dans plusieurs secteurs de la compagnie. Donc, Parce vous, est-ce que que, vous offrez de la formation pour aider les gens à grandir dans votre entreprise? honnêtement, la plupart des personnes qui sont avec nous depuis au moins 2 ans et demi, 3 ans, moi, j'aime le fait qu'il y a très peu de roulement chez nous. Je veux des personnes contentes parce que beaucoup de personnes qui sont en manufacturier, ils pensent que les personnes sont juste comme un morceau du La processus. production, du Ouais, processus. comme ils sont des pièces qu'on peut juste bouger. Mais moi, je pense que si quelqu'un est content et fier de travailler chez vous, ben, ils vont faire un meilleur job. La qualité va être là. Ils vont être plus attentifs à leur travail. Notre environnement, on a de la musique, je paye les lunchs, je paye presque tous les jours les déjeuners quand ils sont là. On a beaucoup de bénéfices pour travailler ici que peut-être ils n'ont pas ça à d'autres places. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a une belle communauté qui se crée. Donc, aller au travail, c'est plaisant. C'est sûr qu'il y a des quotas à respecter, des affaires comme ça, mais un quota, c'est pas si sévère que ça. Si tu aimes ton travail, ben, je peux pas Tu vas parler de atteindre. tous les employés, mais je pense que vu qu'ils sont avec moi depuis plusieurs années, je pense qu'ils sont contents et ça a l'air qu'ils sont contents. Et pour moi, c'est super important pour moi et mon frère. OK, donc idéalement, c'est de faire un sondage puis voir si vraiment où est-ce que vous en êtes rendu dans la satisfaction ressources humaines. Mais c'est vraiment bien parce que juste ces petits gestes-là, ça fait une belle différence dans votre entreprise. C'est vraiment bien. J'ai eu des travails dans mon passé où mon boss n'était pas si nice que ça. Je me Je suis pense qu'on dit, a tous connu ça, hein? non, je me suis dit, un jour, quand j'ai mon propre business, ben, je vais être le boss contraire de ça. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de votre génération, la génération Y. C'est Ouais, fort. Vous avez cette mentalité ouais. de collaboration. Que recommanderiez-vous à ceux qui décident de convertir leur usine à l'automatisation? Qu'est-ce qu'ils devraient considérer maintenant que vous avez de l'expérience là-dessus? Honnêtement, j'aurais contacté le gouvernement ou des formes de prêts et bourses plus rapidement parce que quand on a commencé, on a dit, OK, ben, on va utiliser notre cash flow et peut-être des prêts auprès de la banque. Mais il y a tellement de subventions, des affaires comme ça pour aider les compagnies comme nous. Et j'étais tellement dans le mindset de vendre, branding, marketing et production, c'était comme après, genre, qui est bizarre parce que je dois produire un produit pour vendre. Mais ma tête n'était pas là et on n'avait pas quelqu'un chez nous avec cette comme connaissance-là. Donc, si comme je démarre une autre entreprise demain qui est entièrement possible, j'irai voir le gouvernement ou les autres agences comme MAPAC pour voir qu'est-ce qu'eux ils offrent et je ferai ça plus rapidement parce que je pense que dans les premières 2 années, j'ai perdu beaucoup de profits que j'aurais pu avoir pour réinvestir dans le business. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a tellement de Ouais. subventions disponibles. J'imagine que c'est pas par exprès, mais c'est comme ils promouvoient pas cette chose-là dans les médias. Moi, j'étais pas au courant. Il fallait que je cherche vraiment pour le trouver. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, il faut vraiment aller des places spécifiques pour trouver l'information. Exact. C'est bien vrai. Pour vous, comment s'est passée la période de la pandémie pendant le confinement? J'ai dire ça honnêtement parce que je me sens mal à dire, mais comme c'était super, honnêtement, dans le sens que notre business a élargi, j'ai engagé beaucoup plus de monde. Dans les derniers 3 mois, je ne vais pas mentir, peut-être c'est soit 11 ou 12 personnes que j'ai engagées. Et le business a explosé dans le sens que parce que peut-être tout le monde sont chez eux et ils ont rien autre à faire que manger. Peut-être c'est juste ça. C'est un peu ça, oui. Et puis, on a lancé notre magasin en ligne sur notre site web. C'est badmonkeypopcorn.com et tu peux commander du popcorn là-bas. Pour nous, c'était comme un petit projet à côté qu'on avait dans le background. Mais quand COVID a commencé, on s'est dit, OK, peut-être on va vraiment promouvoir ce site-là. Et puis, depuis qu'on a fait ça, ça a honnêtement explosé. Donc, j'ai 2 personnes maintenant qui travaillent à temps plein sur juste le site web pour les ventes en ligne. Et c'est triste pour beaucoup de monde, c'est sûr. Mais pour nous, c'était comme excellent. Parce que vous êtes un service essentiel, vous êtes à l'alimentation. Ouais. Donc, c'est ça qui est un avantage. C'est sûr qu'on a pris beaucoup de précautions chez nous pour éviter la possibilité que quelqu'un attrape le COVID. Mais justement, comment vous avez fait la distanciation dans l'usine et tout? Comment vous avez procédé à ça? J'avoue que ça, c'était un peu l'affaire parce qu'on a fallu réduire le montant de staff par, pas le dire en français, shift. Par quart de travail. Ouais, donc, au lieu d'avoir genre 12, il y avait 8 ou 7. Et puis, au lieu d'être ouvert de 7 heures le matin à 7 heures le soir, ben, on était ouvert 24 heures le jour, mais juste comme separated. Mes coûts en termes de main-d'œuvre n'étaient pas si plus élevés que ça parce que c'était juste comme stretched out. Donc, on a fait ça. Tout le monde a des gants, des masques et quand ils rentrent, on doit apprendre leur température et faire le spray sur les mains. Tu peux juste faire tant que tu peux pour éviter
mais La contamination. si quelque chose arrive, ça arrive, mais on était chanceux. Chez nous, il n'y a personne qui a Il y a eu le COVID. Donc, ça veut dire que dans le passage, tout le monde portait leur masque. C'est ça. Ouais. Honnêtement, chez nous, on a beaucoup de vendeurs, on a beaucoup de personnes, mais on ne travaille pas on a différents bureaux. Donc, c'est pas comme on travaille tout dans un même centre où c'est tout partagé. Pour l'heure de lunch et les breaks, pas prendre le lunch au même temps. Juste des petites choses ici, un peu partout pour éviter le COVID. Mais si ça arrive, mais on peut juste faire notre mieux pour éviter que ça arrive. L'après-COVID, est-ce que ça vous stresse, le changement de la vie au niveau COVID? Vous, c'est plus une opportunité pour vous parce que c'est du magasinage en ligne, vos employés sont protégés. Oui, donc nos ventes ont augmenté beaucoup, mais si ça continue à long terme, je vois un peu de problème. Je te donne un exemple. Nous, on a des beaux présentoirs dans les magasins et on est vraiment connus pour ça. Et en tant que petite compagnie québécoise, parmi beaucoup de compagnies américaines qui, eux, ils possèdent des gigantesques displays dans les épiceries, nous, on doit être un peu mis à part. Les présentoirs sont super importants pour nous. Mais avec le COVID, maintenant, ils enlèvent ces emplacements sur le plancher parce qu'il y a besoin de plus de distanciation. Ah, okay, oui. Donc, ça fait que nous, maintenant, on est mis sur les étagères à côté du centaine Les autres, de ouais. Donc, on se sent un peu perdu dans cette montagne-là de compétition. Donc, nos stands qui étaient mis à part, maintenant, ils sont parmi les autres. Donc, ça, c'était une chose négative. Chanceux pour nous, on a au moins beaucoup de gens, c'est comme des fans de badminton, à nous acheter, même si c'est un peu plus difficile de nous trouver dans le magasin. Ça, c'est un désavantage. Mais comme vous dites, vous êtes connus quand même. Donc, les gens, s'ils veulent avoir un popcorn Bad Monkey, ils vont se rendre chercher ça. Aussi, parce que nous, maintenant, le produit est vendu à travers Canada. Il y a certaines régions où on est moins connus. Par exemple, Manitoba ou même Saskatchewan. Donc, de rentrer dans un place comme ça avec juste un petit présence dans le magasin à cause de COVID, c'est problématique parce que le monde ne te connaisse pas. Nous, on joke qu'on dit en anglais, once they try it, they buy it. Donc, dès qu'ils goûtent ça, ils vont la racheter. Ouais, il faut qu'ils goûtent. C'est quelque chose que j'avais jamais pensé. C'est vrai, les présentoirs font toute une différence. Donc, ne pas l'avoir sur les lieux, ça fait vraiment une différence dans votre marché. Et c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour nous. J'ai un bon ami qui s'appelle Bastien et lui est propriétaire d'une compagnie qui s'appelle 1642, vend des boissons et des tonics, c'est une super belle compagnie. Et lui aussi, il a des présentoirs sans compétence, c'est Coca-Cola, Pepsi, des affaires comme ça. Pour lui aussi, c'est rendu un peu plus difficile. D'accord, donc vraiment au niveau marketing, c'est un problème. Donc, on peut se procurer vos délicieux popcorn dans plusieurs supermarchés. Vous avez quoi, IGA, vous avez Provigo, tous les supermarchés en général? Ouais, c'est un peu partout et c'est un peu bizarre parce que des fois, sur un rue, il y a peut-être 8 places pour l'acheter. Et puis, donc, des fois, ça cannibalise les ventes d'une autre place. Donc, oui, c'est un peu partout. Maintenant, on est en train de finaliser un plan d'affaires avec Costco et Walmart. Donc, ça va être des gros nouveaux partenaires avec nous. On vient juste de rentrer dans 7-Eleven. C'est une chaîne américaine. Dépanneur, oui, exact. Même aussi avec Tigre Géant. C'est un super beau partenaire avec qui on travaille. Juste récemment, ça fait 2 semaines, on vend notre produit chez eux. Vous êtes partout. Vous êtes vraiment partout. Ouais. On est en train de négocier avec, on dit ça, les airlines, les compagnies d'aviation, là. Air Canada, Transat. Oui, parce qu'ils nous ont approchés. C'est eux qui nous ont approchés avec l'idée de vendre des petits sachets de popcorn pour remplacer les peanuts, parce que c'est un peu moins populaire maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des allergies aux peanuts. Donc, nous, on est super excités par ça. À cause de COVID, c'était mis un peu sur la glace, ce projet. Aéronautique, c'était un petit peu problème, parce que c'est tout au ralenti, là, mais... Exact, oui. Mais dès que ça va repartir, ça va être génial. Oui, c'est juste mis sur la glace pour l'instant. Mais c'est des beaux projets, c'est vraiment oui, non, c'est super intéressant et c'est ça. Donc, bientôt, dans les prochains 6 mois, on espère rentrer dans le marché des États-Unis finalement. On veut pas le faire trop rapidement parce que si on fait ça comme trop rapidement, ça se peut que ça fonctionne moins. J'ai beaucoup de confiance. Je pense que ça va être... oui, progressivement, comme vous avez fait au Canada. Mais c'est un peu bizarre parce qu'avec le nom Bad Monkey, quand j'ai commencé, les personnes pensaient que c'était déjà une compagnie américaine. Vous venez d'où aux États-Unis? I'm like, Montréal. Oui, c'est Montréal. C'est Montréal. Mais le nom, c'est anglophone et plus... et aussi, le style branding, c'est un peu genre américain. Oui, mais ça va bien passer aussi dans le niveau anglophone, Bad Monkey. Ouais. Mais c'est ça la raison pourquoi vous avez nommé ça Bad Monkey. Ce serait bien de juste partager ça avec mon Oui, bien honnêtement, ma mère elle a 4 gars. Et quand on était petits, on était tellement des petits tannants. Elle avait beaucoup de différents mots pour nous, mais Bad Monkey était un de ça. Bad Monkey, you're a bad monkey. on était des mauvais singes. Mais non, je pense qu'il y en a des bons singes. Oui, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai parce que je disais, ça a été une belle inspiration. Donc, votre maman Mais vous a juste pour vraiment coucher inspiré. un second pour les autres entrepreneurs québécois. Dans les derniers 5 ans, depuis que j'ai commencé la compagnie, il y a tellement eu une explosion en termes de nouveaux compagnies québécois qui maintenant fait compétition dans les marchés. Et c'est vraiment cool de voir ça parce que quand j'ai commencé, honnêtement, il y avait pas beaucoup de compagnies qui s'est dit, oh, you know what, on peut faire ça aussi. C'est bon de voir les Québécois en train de créer des super cool compagnies à l'échelle maintenant nationale et peut-être même internationale aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fun. Ah oui, c'est ça qui est la beauté du Québec. Ouais. On est une province avec plein d'idées puis plein d'entrepreneurs. Oh, Il ouais. faut juste avoir cette petite push-là. Ça, c'est vraiment une belle fierté québécoise qu'on a. Puis c'est Ouais. fun de savoir que Bad Monkey vient de notre Ouais, province. mais il faut que les gens aient un peu moins peur. Moi, en tant qu'avocat, j'avais un super bon salaire, pas gêné de dire ça, mais pour les premières 2 années à Bad Monkey, j'avais pas de salaire. J'avais vendu mon condo, mon char, j'avais une banque de $0. J'ai comme tout mis là-dedans. Et puis, c'est un gros risque, Oui. mais j'avais comme un peu la vision qu'un journée, ça allait être payant. Mais c'est cette étape-là qui fait peur à beaucoup de monde, je pense. Mais c'est normal, Mais c'est normal que... c'est ça. Il y a un confort que les gens ne veulent pas perdre, puis c'est pas évident non plus de prendre des risques et de dire, OK, je me tente, puis à un moment donné, on s'endette aussi. Là. Oh, ouais, c'est sûr. Ah oui, il y a comme un cru qu'on fait, puis après ça, oups, ça monte. C'est de vraiment faire confiance à nos Mais potentiels. je préfère être pauvre mais content au lieu d'être riche et pas content. C'est ça. Mais là, c'est bon quand vous êtes riche puis vous êtes content, ça va. Oui, ça c'est parfait aussi, mais ça c'est la troisième option. C'est une belle réalisation que vous avez faite, puis je suis très contente d'avoir eu la chance de vous parler, M. C'est Desclés. super gentil. C'est mon plaisir de parler avec toi. Puis, on garde contact. Ben oui, certainement, certainement. Pour plus d'informations sur les produits de Bad Monkey, je vous invite à visiter leur site internet à www.badmonkeypopcorn.com et surtout, n'hésitez pas à commander en ligne pour vous gâter et combler vos événements que vous voulez souligner. Donc, c'était une belle journée, M. Desclés. Merci. Ciao. Ciao. Bye. Toven International est une firme de recrutement d'ingénieurs manufacturiers et des technologies. N'hésitez pas à nous communiquer pour plus d'informations par notre site internet www.toveninternational.com. Nous sommes là pour vous soutenir.